Lorsque Philippe Dubois a installé les caméras de sécurité dans son immense demeure, il l'a fait dans un but bien précis. Trouver une raison de renvoyer Madame Fatima. Mais ce que ces caméras ont enregistré au cours des 3 semaines suivantes a poussé Philippe à s'enfermer dans sa suite d'hôtel à Genève et à pleurer pour la première fois depuis 2 ans. C'est une histoire de surveillance, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Philippe Dubois avait 58 ans. Il était le PDG d'une des plus grandes entreprises de construction de Paris, et il y avait exactement 742 jours qu'il n'avait pas versé une seule larme. C'était le chiffre exact. Il le savait, parce qu'il avait compté chaque jour depuis les funérailles de sa fille, Sophie, sa fille unique, décédée à 32 ans, dans un accident de voiture, alors qu'elle emmenait les enfants à l'école. Le chauffeur du camion s'était endormi. Sophie est morte sur le coup. Les enfants ont survécu, du moins physiquement. Si jamais vous avez eu l'impression que le monde entier était contre vous, que rien n'avait de sens, que la douleur était si forte que vous ne pouviez même plus respirer, alors peut-être pouvez-vous comprendre ce que Philippe a ressenti ce jour-là, mais probablement pas. Parce que perdre un enfant, c'est une douleur qui n'a pas de nom, dans aucune langue. Antoine avait 5 ans. Quand il a vu sa mère mourir, il était sur le siège arrière. Il a tout vu. L'impact, les éclats de verre, le silence après. Et depuis ce jour, Antoine n'a plus jamais parlé. Pas un mot, pas un son. Les médecins ont diagnostiqué un mutisme sélectif sévère post-traumatique. Ils ont expliqué que le cerveau d'Antoine s'était déconnecté de la parole, comme mécanisme de défense, qu'il avait vu quelque chose de si terrible, que son esprit avait décidé que les mots n'étaient plus sûrs. 2 ans après l'accident, Antoine avait 7 ans et restait plongé dans un silence total. Philippe avait dépensé plus de 800 000 € en spécialiste, psychologue pour enfants, neurologue, thérapeute spécialisé dans les traumatismes, expert en communication alternative. Il avait emmené Antoine à Boston, à Barcelone, à Tel Aviv. Les meilleurs professionnels du monde l'avaient examiné. Tous ont dit la même chose, il ne reparlera peut-être jamais. Mais il y avait quelque chose que les médecins ignoraient, quelque chose que personne ne savait, quelque chose que seules les caméras de surveillance allaient révéler. Et c'est là qu'intervient Madame Fatima. Fatima Silva avait 63 ans. C'était une femme d'origine maghrébine. La peau mate comme un café au lait, les cheveux complètement blancs, tirés en un chignon serré. Son corps était généreux, avec cette rondeur naturelle des grands-mères qui ont cuisiné pour des familles entières pendant des décennies. Elle portait toujours le même uniforme bleu roi avec un tablier blanc. Et elle avait les mains les plus douces et les plus fortes qu'Antoine ait jamais connues. Elle travaillait chez Philippe depuis 8 mois. Elle avait été embauchée pour faire le ménage, cuisiner et aider avec les enfants quand Philippe était en voyage. Et Philippe voyageait beaucoup, beaucoup trop. Il passait 70% de son temps hors de chez lui, à conclure des contrats, à superviser des chantiers, à fuir le vide que lui avait laissé la mort de Sophie. Mais il y avait un problème. La nouvelle épouse de Philippe, Chloé, ne faisait pas confiance à Fatima. Chloé avait 34 ans. Elle était blonde, mince et mariée à Philippe depuis 2 ans. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais ce n'était pas non plus une bonne belle-mère. Elle voyait Antoine et sa petite sœur, Louise, comme des rappels constants que Philippe avait aimé une autre femme avant elle. Et elle voyait Fatima comme une menace à son contrôle sur la maison. Un soir, 3 semaines avant que cette histoire ne change à jamais, Chloé a dit quelque chose à Philippe qu'il n'a pas pu chasser de son esprit. La femme de ménage fait quelque chose de bizarre avec Antoine. Philippe a levé les yeux de son téléphone. Bizarre comment? Je ne sais pas. Mais chaque soir, quand elle croit que personne ne la voit, elle entre dans la chambre d'Antoine et ferme la porte. Elle y reste pendant 1 heure, parfois plus. Philippe a froncé les sourcils. Peut-être qu'elle s'occupe juste de lui. Le garçon fait des cauchemars. Chloé a secoué la tête. Ce ne sont pas des cauchemars. Philippe, j'ai vu. Elle lui fait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais je n'aime pas ça. Philippe ne voulait pas la croire. Fatima avait été irréprochable dans son travail. La maison était propre.
La nourriture était délicieuse. Les enfants semblaient à l'aise avec elle. Mais la graine du doute était déjà plantée. Et Philippe Dubois était un homme d'affaires, un homme qui ne laissait rien au hasard, un homme qui avait besoin de preuves. 3 jours plus tard, pendant que Chloé et les enfants étaient au parc, Philippe a engagé une entreprise de sécurité pour installer des caméras cachées dans toute la maison, dans le salon, dans la cuisine, dans les couloirs, dans les chambres des enfants, spécialement dans la chambre d'Antoine. Les caméras étaient petites, invisibles, connectées à une application sur le téléphone de Philippe. Il pouvait tout voir en temps réel depuis n'importe où dans le monde, et c'est exactement ce qu'il allait faire, le lendemain. Philippe a pris un vol pour Genève. Il avait une réunion importante avec des investisseurs suisses. Il allait être absent pendant 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles il allait surveiller chaque mouvement de Fatima. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, si vous sentez que quelque chose ici résonne en vous, je veux que vous sachiez que ce qui va suivre va changer la façon dont vous voyez les personnes qui travaillent en silence, sans attendre de reconnaissance, sans rien demander en retour. La première nuit à Genève, Philippe s'est assis dans sa chambre d'hôtel, le téléphone à la main. Il était 9 heures du soir en France, l'heure à laquelle, selon Chloé, Fatima faisait quelque chose de bizarre. Il a ouvert l'application, a sélectionné la caméra de la chambre d'Antoine. Et ce qu'il a vu n'était pas ce à quoi il s'attendait. Fatima est entrée dans la chambre en portant quelque chose. Philippe a zoomé sur l'image. C'était une poupée de chiffon, une poupée faite à la main, cousue avec des tissus de couleur, avec une robe qui ressemblait beaucoup à celle que portait Sophie sur les photos de famille. Philippe a senti un nœud dans sa gorge. Fatima s'est assise sur le tapis près du lit d'Antoine. L'enfant était réveillé, la regardant avec ses yeux vides que Philippe connaissait si bien. Des yeux qui n'avaient montré aucune émotion depuis 2 ans. Fatima a commencé à faire bouger la poupée, à la faire danser, à lui donner vie. Et puis elle a fait quelque chose que Philippe n'attendait pas. Elle a commencé à chanter. C'était une chanson ancienne, une berceuse traditionnelle française que Philippe avait déjà entendue, mais il ne se souvenait plus où. Fatima chantait doucement, avec cette voix rauque et chaleureuse des grands-mères qui ont consolé des générations d'enfants effrayés. La poupée dansait au rythme, et Antoine regardait. Il regardait seulement. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire cette première nuit. Fatima a chanté pendant 20 minutes, puis a bordé Antoine, lui a donné un baiser sur le front et est sorti de la chambre. Philippe a fermé l'application. Rien de bizarre, pensa-t-il. Juste une employée attentionnée qui fait son travail. Mais quelque chose le dérangeait, la chanson. Il connaissait cette chanson. La deuxième nuit, Philippe, revoici le même rituel. Il replonge dans les images des caméras. Madame Fatima entre à 21 heures précises, s'assoit à même le sol, sort la poupée et entonne cette même berceuse. Mais cette fois, Philippe décèle quelque chose de différent. Antoine ne se contente pas de regarder. Antoine bouge. Ses petites mains, imperceptiblement, esquissent des mouvements, au rythme de la mélodie. Un frémissement, à peine visible, mais elle bouge bel et bien. Philippe zoome sur l'image, et il voit les mains de son petit-fils Néomous s'animer pour la première fois, depuis des mois. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. La troisième nuit, Philippe faillit oublier. Il avait un dîner, avec des investisseurs, mais, de retour à l'hôtel, à moitié ivre et épuisé, une force irrésistible le pousse à ouvrir l'application et, ce qu'il découvre, le glace, le pétrifie. Madame Fatima est assise par terre, comme à son habitude. La poupée est sagement posée sur ses genoux, mais Antoine, cette fois, Antoine n'est pas dans son lit. Antoine est sur les genoux de Madame Fatima, l'enfant qui refusait le contact, l'enfant qui fuyait les câlins, l'enfant que les thérapeutes décrivaient comme isolé, injoignable. Cet enfant se blottit dans les bras d'une femme de ménage, la tête posée contre sa poitrine, tandis qu'elle lui murmure des chansons à l'oreille. Le téléphone échappe à Philippe. Il n'arrive pas
à intégrer ce qu'il voit. Pendant 2 ans, il a fait appel aux meilleurs spécialistes du monde. Il a dépensé des sommes colossales en thérapie. Il a supplié Antoine de le prendre dans ses bras, de le regarder, de lui donner un simple signe de sa présence. Et maintenant, il voit son petit-fils chercher le réconfort auprès de la femme qu'il envisageait de renvoyer, la femme qui gagne 3 000 € par mois, la femme que Chloé avait qualifiée de suspecte. Philippe éteint son téléphone, se sert un autre verre de whisky. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, il ne trouve pas le sommeil. Mais ce n'est pas tout. Ce que Philippe ignore encore, c'est que Madame Fatima a une raison, bien à elle, d'agir ainsi, une raison qu'il découvrira de la manière la plus douloureuse qui soit, car Madame Fatima a elle aussi perdu quelqu'un qui avait cessé de parler, quelqu'un qu'elle n'a pas réussi à sauver. Les jours suivants, Philippe est obsédé par les enregistrements. Il scrute chaque nuit, chaque rituel, chaque berceuse. Il décèle des habitudes. Madame Fatima arrive toujours à 20h30, prépare le dîner des enfants et, après le bain, entre dans la chambre d'Antoine. Exactement à 21h. Le rituel dure entre 40 minutes et 1 heure. Toujours la même chanson. Toujours. La poupée. Mais il y a plus. Lors de la 10e nuit d'enregistrement, Philippe remarque un détail qui le pousse à mettre la vidéo en pause. Madame Fatima a sorti un cahier, un vieux cahier, aux pages jaunies. Elle le pose devant Antoine et commence à tourner les pages, lentement. Philippe zoome au maximum, jusqu'à ce qu'il puisse distinguer le contenu de ces pages. Des dessins faits à la main, au crayon de couleur, un enfant et une femme, une maison entourée de fleurs, un soleil jaune et en dessous, écrit d'une écriture enfantine, des mots que Philippe ne parvient pas à déchiffrer. Sur l'enregistrement, Madame Fatima montre chaque dessin, un par un. Elle parle à voix basse, si basse que la caméra ne capte aucun son. Mais Antoine regarde, et cette fois, il ne se contente pas de regarder. Antoine saisit un crayon de couleur. Philippe manque de faire tomber son téléphone. Son petit-fils qui n'avait montré aucun intérêt à quoi que ce soit. Depuis 2 ans, son petit-fils, que les thérapeutes avaient décrit comme déconnecté du monde. Cet enfant est en train de dessiner des lignes tremblantes, imparfaites, presque invisibles. Mais ce sont des lignes, c'est de la couleur, c'est quelque chose. Philippe reste figé devant l'écran jusqu'à 3 heures du matin. Il voit Madame Fatima ranger le cahier avec soin. Il voit Antoine s'endormir dans ses bras. Il voit la femme de ménage le porter jusqu'à son lit avec une délicatesse que lui, le grand-père, n'a jamais réussi à déployer. Et là, il comprend quelque chose de terrible. Une inconnue connaît son petit-fils mieux que lui, une employée dont le salaire est inférieur au coût d'entretien de l'une de ses voitures, une femme qu'il avait envisagé de licencier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce que Philippe va voir lors de la 15e nuit va tout changer, absolument tout. La nuit 14, Philippe est assis à la table d'un restaurant 5 étoiles à Genève, entouré d'investisseurs milliardaires, discutant de contrats dont la valeur dépasse ce que la plupart des gens gagneront dans toute leur vie. Mais il n'arrive pas à se concentrer. Son esprit s'est à des milliers de kilomètres, dans une chambre d'enfant, à Paris, observant, à travers une caméra, ce qu'aucun thérapeute n'a jamais réussi à accomplir. Il s'excuse auprès des investisseurs, prétend avoir une urgence, se précipite aux toilettes, s'enferme dans une cabine et ouvre l'application des caméras. Il est 21h15. En France,
Madame Fatima est déjà dans la chambre d'Antoine. Mais cette nuit est différente. Cette nuit, Madame Fatima n'a pas la poupée, n'a pas le cahier de dessin, n'est pas assise par terre. Cette nuit, Madame Fatima se tient debout, près de la fenêtre, le regard perdu au loin, essuyant ses larmes. Du revers de la main, Antoine se tient debout, près d'elle, la regardant. Philippe n'a jamais vu son petit-fils se tenir aux côtés de quelqu'un de son plein gré, n'a jamais vu Antoine s'approcher d'une autre personne sans y être forcé. Mais il est là, debout, près de la fenêtre, vêtu de son pyjama à dinosaure, observant l'employé qui pleure en silence. Et alors, Antoine fait quelque chose de petit, quelque chose de presque imperceptible, quelque chose que Philippe a dû zoomer 3 fois pour s'assurer qu'il ne l'imaginait pas. Antoine tend la main et touche la main de Madame Fatima. Juste un contact, juste une seconde, juste le frôlement des doigts d'un enfant de 7 ans contre la main d'une femme de 63 ans. Mais ce contact renferme plus que tous les mots qu'Antoine n'a pas prononcés. Depuis 2 ans, le téléphone tombe sur le sol. Des toilettes. Philippe le ramasse, les mains tremblantes, revisite l'écran. Madame Fatima s'est retournée. Elle regarde Antoine avec une expression que Philippe connaît bien. C'est l'expression de quelqu'un qui vient de recevoir un cadeau inattendu, un petit miracle, un signe que tous ses efforts ont porté leurs fruits. Madame Fatima s'agenouille devant Antoine, lui prend la main avec douceur et commence à lui parler à voix basse. La caméra ne capte pas les mots, mais Philippe n'a pas besoin de les entendre. Il peut lire sur les lèvres de Madame Fatima. Il peut voir la forme qu'elle donne à ses mots, et il reconnaît les mots. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute, mon petit. Maman t'aimait et continue de t'aimer, où qu'elle soit. Philippe ferme les yeux. Pendant 2 ans, il a évité d'aborder l'accident avec Antoine. Il a embauché des psychologues pour le faire. Il a payé des fortunes à des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes infantiles. Mais lui, le grand-père, l'homme qui devait être le pilier de cette famille, n'a jamais eu le courage de s'asseoir en face de son petit-fils et de lui dire les mots qu'il avait besoin d'entendre. Ce n'était pas de ta faute. Parce que pour prononcer ces mots, Philippe devrait admettre qu'il se les répète aussi à lui-même chaque soir. Ce n'était pas ma faute. Sophie est morte et ce n'était pas ma faute. J'étais au travail ce jour-là. J'aurais dû emmener les enfants à l'école. J'aurais dû être là. Ce n'était pas ma faute. Mais il avait l'impression que si. Et c'est peut-être pour ça qu'il comprenait Antoine. Peut-être pour ça que l'enfant ne parlait pas. Parce que quand on porte une culpabilité aussi lourde, les mots deviennent inutiles, ils deviennent insuffisants, ils deviennent dangereux. Philippe quitta la salle de bain. Il marcha jusqu'au bar du restaurant, commanda un whisky. Et pendant qu'on le servait, il prit une décision. Il allait rentrer à Paris. Pas dans 2 semaines comme il l'avait prévu. Pas à la fin des négociations, maintenant. Ce soir. Sur le prochain vol disponible. Mais alors, son portable sonna. C'était Chloé. « Mon amour, il faut que tu lui parles. » Philippe fronça les sourcils. « Parler à qui ?»« À la femme de ménage, Madame Fatima. » Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Le cœur de Philippe s'arrêta. Qu'est-ce qui s'est passé? Antoine va bien. Louisa va bien. Oui, ils vont bien. Ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, quand je suis rentré à la maison, je l'ai retrouvée dans la chambre d'Antoine encore une fois. Et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Et elle m'a répondu d'une manière qui ne m'a pas plu. Philippe ferma les yeux. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle s'occupait de l'enfant, que c'était son travail. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle passait autant de temps avec lui, elle m'a dit quelque chose d'étrange.
Elle m'a dit qu'Antoine lui rappelait quelqu'un, qu'elle ne pouvait pas l'éviter. Philippe sentit un frisson. Quelqu'un comme qui? Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu me le dire. Mais ça ne me plaît pas, Philippe. Ça ne me plaît pas qu'une femme de ménage s'attache autant aux enfants. Ce n'est pas professionnel. Je pense qu'on devrait la renvoyer quand tu rentreras. Philippe resta silencieux un long moment. Je ne vais pas la renvoyer, Chloé. Mais non, je ne vais pas la renvoyer. En fait, je vais rentrer demain. J'ai quelque chose à faire. Chloé garda le silence. Qu'est-ce que tu as à faire? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Philippe raccrocha, termina le whisky d'une seule traite et appela son assistant pour qu'il lui trouve un vol pour Paris dans les 6 prochaines heures. Mais avant de quitter le restaurant, il fit quelque chose de plus. Il ouvrit l'application des caméras pour la dernière fois ce soir-là. L'enregistrement de la chambre d'Antoine continuait. Madame Fatima et l'enfant n'étaient au plus près de la fenêtre. Ils étaient assis sur le lit, l'un à côté de l'autre. Et Madame Fatima chantait encore. La même chanson, comme toujours. Mais cette fois, Philippe fit attention aux paroles, augmenta le volume du portable au maximum et écouta. C'était une chanson sur une mère qui partait en voyage, une chanson sur un enfant qui l'attendait, une chanson sur des étoiles qui brillent dans la nuit pour que ceux qui s'aiment ne se perdent jamais. Et alors Philippe s'en souvint. Cette chanson. Sophie la chantait à Antoine quand il était bébé. Elle la chantait tous les soirs avant de dormir. Elle la chantait dans la voiture quand ils allaient à l'école. Elle la chantait les jours de pluie quand Antoine avait peur du tonnerre. C'était la chanson de Sophie. Et d'une manière ou d'une autre, d'une forme impossible. Madame Fatima la connaissait. Philippe laissa tomber le portable sur la table. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Comment elle connaissait cette chanson? Comment une femme de ménage, embauchée il y a à peine 8 mois, connaissait la chanson que sa fille morte chantait à son petit-fils? C'était impossible. À moins que Madame Fatima ne soit pas seulement une femme de ménage, à moins qu'il n'y ait autre chose. Quelque chose que personne ne lui avait raconté. Quelque chose qui était caché quelque part dans cette histoire. Philippe attrapa le portable avec force, chercha dans l'application, revint en arrière dans les enregistrements, alla aux premières nuits quand il venait d'installer les caméras et commença à chercher. Il cherchait des indices. Il cherchait quelque chose qui expliquerait la connexion entre Madame Fatima et Sophie. Il cherchait une raison à ce qu'il voyait. Et il la trouva. Dans l'enregistrement du 2e jour, un enregistrement qu'il avait ignoré parce qu'il semblait insignifiant. Madame Fatima nettoyait la chambre d'Antoine. Elle passait le chiffon sur les meubles, rangeait les jouets, faisait le lit. Tout était normal. Tout était routinier. Mais à un moment donné, Madame Fatima s'arrêta. Elle avait trouvé quelque chose sous le lit d'Antoine. Une boîte. Une vieille boîte à chaussures, couverte de poussière que personne n'avait touchée depuis des années. Madame Fatima ouvrit la boîte avec précaution. Et ce qu'il y avait à l'intérieur la fit s'asseoir sur le sol et rester immobile pendant plusieurs minutes. Philippe agrandit l'image, essaya de voir ce qu'il y avait dans la boîte, des photos, des lettres et un CD. Un CD avec une étiquette écrite à la main que Philippe ne put lire dans l'enregistrement. Madame Fatima regarda les photos une par une, porta la main à sa poitrine, essuya ses larmes. Puis remit tout dans la boîte, la remit exactement là où elle l'avait trouvée et continua à nettoyer comme si de rien n'était. Mais elle ne continua pas à nettoyer comme avant. Elle continua à nettoyer en pleurant en silence. Philippe mit la vidéo en pause. Il savait ce qu'il y avait dans cette boîte. C'était la boîte à souvenirs de Sophie. La boîte que sa fille avait gardée sous le lit d'Antoine parce qu'elle voulait que son fils ait accès à ses souvenirs quand il serait plus grand. Et dans cette boîte, entre les photos et les lettres, il y avait un CD que Sophie avait enregistré avant la naissance d'Antoine, un CD avec des berceuses qu'elle allait chanter à son bébé, des chansons qu'elle avait choisies de sa propre enfance, des chansons que sa mère, la grand-mère d'Antoine, lui avait chantées quand elle était petite. Madame Fatima avait trouvé ce CD. Madame Fatima avait écouté ces chansons. Et Madame Fatima avait appris à les chanter,
Cela expliquait comment elle connaissait la chanson de Sophie. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de la dédication. C'était de l'amour. C'était l'effort d'une femme qui avait décidé de faire ce que personne d'autre n'avait fait. Écouter un enfant qui ne parlait pas, comprendre ce dont il avait besoin et le lui donner sans rien demander en retour. Si vous n'avez rien ressenti à ça, si ça ne vous a pas secoué jusqu'aux os, laissez-moi vous demander quelque chose. Que feriez-vous si vous trouviez la clé pour aider un enfant que tout le monde avait abandonné? Continueriez-vous votre chemin? Feriez-vous votre travail? Encaisseriez-vous votre salaire et rentreriez-vous chez vous? Ou feriez-vous ce que Madame Fatima a fait? Donner plus que ce qu'on vous a demandé, aimer plus que ce qu'on vous a payé, être plus que ce qu'on attendait. Le vol de Philippe décolla à 3 heures du matin, heure de Genève. 12 heures dans les airs. 12 heures pour penser à tout ce qu'il avait vu. 12 heures pour se préparer à ce qui allait arriver. Parce que Philippe savait que lorsqu'il arriverait à Paris, il allait devoir faire quelque chose de difficile. Quelque chose qu'il évitait depuis 2 ans. Il allait devoir parler à Antoine. Pas par le biais de psychologues. Pas par le biais de thérapeutes. Pas par des spécialistes bardés de diplômes prestigieux. Directement, de grand-père à petit-fils, d'homme à enfant, il allait devoir lui dire les mots que Madame Fatima lui avait murmurés près de la fenêtre, les mots qu'il n'avait jamais eu le courage de prononcer. Ce n'est pas de ta faute. Mais il allait aussi devoir lui dire autre chose. Quelque chose peut-être encore plus important. Je t'aime, et je serai là. Peu importe le temps qu'il te faudra pour reparler. Peu importe si tu ne dis plus jamais un mot. Je serai là, nous toujours. L'avion atterrit à Paris à 16 heures. Philippe ne passa pas par le bureau. Il ne rentra pas chez lui d'abord. Il n'appela pas Chloé pour lui dire qu'il était arrivé. Il alla directement parler à Madame Fatima. Il la trouva dans la cuisine, préparant le dîner pour les enfants. Elle était de dos, coupant des légumes, fredonnant cette chanson que Philippe connaissait déjà par cœur. Philippe resta sur le seuil de la porte, l'observant. Et à ce moment précis, il sut qu'il avait mal jugé cette femme, qu'il l'avait sous-estimée, qu'il avait été à 2 doigts de commettre l'erreur la plus grande de sa vie. Madame Fatima. Elle se retourna. Elle vit Philippe, et son expression changea. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la surprise. C'était autre chose. C'était l'expression de quelqu'un qui sait qu'un secret est sur le point d'être révélé. Monsieur Dubois. Je ne savais pas que vous arriviez aujourd'hui. J'ai avancé mon vol. Madame Fatima acquiesça lentement. Elle reposa le couteau sur la table. Elle s'essuya les mains sur son tablier. Vous avez besoin de me parler. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Comme si elle savait exactement pourquoi il était là. Philippe entra dans la cuisine, ferma la porte derrière lui. J'ai vu les enregistrements. Madame Fatima ne dit rien. Elle le regarda seulement avec ses yeux fatigués qui en avaient trop vu en 63 ans de vie. J'ai tout vu de ce que vous faites avec Antoine le soir. J'ai vu la poupée, j'ai vu le cahier, j'ai vu comment vous le serrez dans vos bras, j'ai vu comment vous lui chantez. Madame Fatima baissa les yeux. Monsieur, je ne voulais pas. Et j'ai vu comment il a trouvé la boîte sous son lit. J'ai vu comment il a découvert le CD avec les chansons de ma fille. Le silence dans la cuisine était si dense que Philippe pouvait le sentir peser sur sa poitrine. Madame Fatima leva les yeux. Elle avait des larmes plein les yeux. Je ne savais pas que c'étaient les siennes. De votre fille. J'ai juste vu que l'enfant avait une boîte avec des souvenirs de sa mère. Et j'ai pensé que peut-être, s'il écoutait quelque chose de familier, quelque chose qui lui rappelait sa mère, peut-être, sa voix se brisa. Peut-être qu'il reviendrait. Philippe sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qui était congelé depuis 2 ans, quelque chose qu'il avait gardé sous clé pour pouvoir continuer à fonctionner, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à faire semblant que tout allait bien. Pourquoi, Fatima? Pourquoi faites-vous tout ça? Ce n'est pas votre travail. Personne ne vous paie pour ça. Pourquoi? Madame Fatima resta silencieuse un long moment. Et alors, elle dit quelque chose que Philippe ne s'attendait pas à entendre. Il y a 15 ans, j'ai perdu mon petit-fils. Philippe sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Madame Fatima s'effondra sur une chaise de la cuisine. Ses mains grandes et fortes tremblaient sur la table. Il s'appelait Kevin. Il avait 6 ans. C'était le fils de ma fille cadette. Philippe s'assit en face d'elle. Il ne dit rien. Il écouta seulement. Kevin était un enfant heureux. Il souriait tout le temps. Il chantait des chansons qu'il inventait. Il dansait sous la pluie. C'était de la lumière pure. Madame Fatima ferma les yeux. Mais un jour, son père, mon gendre, a eu un accident de travail. Une machine lui a écrasé la main. Il a perdu 3 doigts. Il ne pouvait plus travailler. Et il a commencé à boire. Philippe connaissait cette histoire. Il l'avait vue des centaines de fois. La douleur qui détruit les familles. Le traumatisme qui passe de génération en génération. Mon gendre est devenu violent, continua Madame Fatima. Il frappait ma fille. Et un jour, Kevin a vu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait voir. Qu'a-t-il vu? Il a vu son père frapper sa mère jusqu'à la laisser inconsciente. Et après ça, Kevin a arrêté de parler. Philippe sentit l'air s'échapper de ses poumons. Les médecins ont dit la même chose qu'ils ont dite pour Antoine. Mutisme sélectif, traumatisme sévère. Possiblement permanent. Philippe regardait Madame Fatima avec des yeux nouveaux. Il ne voyait plus une employée. Il voyait une grand-mère qui avait parcouru le même chemin que celui qu'il était en train de parcourir. Qu'est-il arrivé à Kevin? Madame Fatima ouvrit les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'ai emmené chez des médecins, chez des psychologues, chez des guérisseurs. J'ai dépensé tout ce que j'avais. J'ai vendu ma maison. J'ai vendu mes bijoux. J'ai tout vendu. Et ça a marché. Il s'est remis à parler. Non. Le mot tomba comme une pierre dans un puits profond. Ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Mais pas parce qu'il n'y avait pas de solution, mais parce que je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon gendre a tué ma fille. Et après, il s'est tué lui-même. Et Kevin était dans la maison quand c'est arrivé. Il a tout vu. Philippe ferma les yeux. Kevin est mort 3 jours après. Les médecins ont dit que c'était un arrêt cardiaque. Mais je sais la vérité. Il est mort de tristesse. Il est mort parce qu'il avait trop vu. Parce que la douleur était plus grande que ce que son petit cœur pouvait supporter. Le silence dans la cuisine était absolu. Philippe ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus traiter ce qu'il était en train d'entendre. Madame Fatima essuya ses larmes avec le dos de sa main. Depuis ce jour, j'ai travaillé dans des maisons de familles riches. J'ai pris soin de beaucoup d'enfants. Et je cherche toujours la même chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche ceux que personne ne voit, ceux qui sont brisés à l'intérieur, ceux que le monde a considérés comme perdus, parce que je n'ai pas pu sauver mon Kevin. Mais peut-être, juste peut-être, je peux en sauver un autre. Philippe sentait que son cœur allait exploser. Quand j'ai vu Antoine pour la première fois, continua Madame Fatima, je l'ai reconnu. Il avait le même regard que Kevin, la même façon de se cacher à l'intérieur de lui-même. Le même silence qui crie sans faire de bruit. Comment avez-vous su que la musique fonctionnerait? Je ne le savais pas. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Quand Kevin a arrêté de parler, il y avait un seul moment où il semblait être en paix. C'était quand je lui chantais. Il ne répondait pas. Mais ses yeux changeaient. Ils devenaient plus doux, moins effrayés. Et vous avez pensé que peut-être. J'ai pensé que peut-être ce qui n'avait pas fonctionné avec Kevin pourrait fonctionner avec Antoine. J'ai pensé que peut-être, si je lui donnais assez de temps, assez d'amour, assez de musique, peut-être qu'il pourrait retrouver son chemin. Et il a trouvé la boîte. Oui, j'ai trouvé la boîte. J'ai vu les photos de votre fille. J'ai vu les lettres qu'elle a écrites à Antoine quand il était encore dans le ventre de sa mère. Et j'ai vu le CD avec les chansons. Madame Fatima acquiesça. Je l'ai écouté. Et j'ai reconnu les chansons. C'étaient des chansons anciennes, des berceuses traditionnelles françaises que ma grand-mère me chantait, que je chantais à ma fille, que ma fille chantait à Kevin. Philippe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Votre fille, Sophie, et ma fille avaient quelque chose en commun, monsieur Dubois. Elles avaient toutes les deux appris ces chansons de leur grand-mère.
et elles voulaient toutes les deux les transmettre à leurs enfants. Mais aucune des deux n'a pu. Non, aucune n'a pu. Ma fille est morte avant que Théo puisse se souvenir des chansons. Et sa fille est morte avant qu'Antoine puisse les apprendre lui-même. Philippe se leva de sa chaise. Il marcha vers la fenêtre de la cuisine. Il regarda vers le jardin, où Antoine et Chloé jouaient sous la surveillance d'une nounou. Alors, vous êtes en train de me dire que vous, une employée qui gagne 3 000 € par mois, avez fait plus pour mon petit-fils en 8 mois que tous les spécialistes que j'ai payés en 2 ans? Madame Fatima hocha la tête. Je n'ai rien fait de spécial, monsieur. Je lui ai juste donné ce dont il avait besoin. Du temps, de la patience et les berceuses de sa mère. Philippe se retourna. Il la regarda droit dans les yeux. C'est extraordinaire, Madame Fatima. C'est exactement ce que les spécialistes n'ont jamais fait. Ils ont essayé de le réparer, de le guérir, de le faire parler de force. Mais vous l'avez simplement aimé. Madame Fatima baissa les yeux. C'est la seule chose que je sais faire, monsieur. Philippe marcha vers elle. Il s'agenouilla devant sa chaise. Une chose qu'un millionnaire ne fait jamais devant une femme de ménage. Mais Philippe ne voyait plus une employée. Il voyait un ange déguisé en femme en uniforme bleu. Madame Fatima, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Ce que vous voulez, monsieur. Je veux que vous m'enseigniez. Je veux que vous m'enseigniez à faire ce que vous faites. Je veux apprendre les chansons. Je veux apprendre à m'asseoir avec lui. Je veux apprendre à être le grand-père que j'aurais dû être depuis le début. Madame Fatima leva les yeux. Ses yeux étaient pleins de larmes. Monsieur, vous n'avez pas besoin que je vous enseigne quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être présent. C'est tout ce qu'Antoine veut, que vous soyez là. Philippe acquiesça lentement. Alors, je vais être là. Dès aujourd'hui, dès maintenant. Et à ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit. C'était Antoine. L'enfant était debout sur le seuil, avec son pyjama de dinosaure, regardant son grand-père agenouillé devant la femme de ménage. Ses yeux allèrent de l'un à l'autre. Et dans ses yeux, Philippe vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. De la curiosité, de l'intérêt, une connexion. « Antoine, » dit Philippe d'une voix tremblante, « viens ici, mon garçon. » Antoine ne bougea pas. Mais il ne partit pas non plus. Philippe se leva lentement. Il marcha vers son petit-fils. Il s'agenouilla devant lui pour être à sa hauteur. « Antoine, j'ai besoin de te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Antoine le regardait avec ses yeux énormes qui avaient vu trop de choses. « Ce qui est arrivé à maman, ce n'était pas de ta faute. Ce que tu as vu dans la voiture, ce n'était pas de ta faute. Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. » Antoine ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Et moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit parce que j'avais peur. J'avais peur que si je le disais, je m'effondre. Mais je n'ai plus peur. » Philippe prit les mains de son petit-fils entre les siennes. « Je t'aime, Antoine. Je t'aime plus que je ne peux le dire avec des mots. Et je vais être là avec toi, toujours. Peu importe combien de temps tu mettras à reparler. Peu importe si tu ne dis plus jamais un mot. Je vais être là. Je vais te chanter les chansons de ta maman. Je vais m'asseoir avec toi le soir. Je vais faire tout ce que Madame Fatima a fait, parce que c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Antoine regardait son grand-père. Les larmes coulaient sur ses joues. Et alors, il fit quelque chose de petit, quelque chose que personne sauf Philippe ne remarqua. Il bougea les lèvres. Aucun son ne sortit, mais ses lèvres bougèrent, formèrent un seul mot. Philippe sentit son cœur s'arrêter. Il regarda à nouveau. Antoine bougea les lèvres une autre fois, et cette fois, Philippe put lire le mot « Papy ». Philippe s'effondra. Il tomba à genoux devant son petit-fils et le serra dans ses bras avec une force qu'il ne savait pas qu'il avait. Les larmes coulaient sur son visage. Son corps tremblait de sanglots qui étaient gardés depuis 2 ans. Antoine ne parla pas, n'émit aucun son.
Mais pour la première fois en 742 jours, il rendit l'étreinte. Ses petits bras entourèrent le cou de son grand-père. Sa tête se posa sur l'épaule de Philippe, et ils restèrent ainsi, sur le sol de la cuisine, tandis que Madame Fatima les regardait avec des larmes dans les yeux. Certaines personnes vont mettre la vidéo en pause ici. Certaines personnes vont penser que c'est une histoire inventée, que personne ne fait ça, que les femmes de ménage ne sont pas des anges, que les miracles n'existent pas. Mais je vous pose une question. Si les miracles n'existent pas, comment expliquez-vous une femme de 63 ans qui a perdu son petit-fils il y a 15 ans et a décidé de passer le reste de sa vie à sauver d'autres enfants? Si les miracles n'existent pas, comment expliquez-vous un enfant de 7 ans qui n'avait embrassé personne depuis 2 ans et embrasse soudainement son grand-père? Si les miracles n'existent pas, comment expliquez-vous les chansons d'une mère morte chantées par une inconnue qui a réussi ce que les meilleurs médecins du monde n'ont pas pu? Je vais vous dire ce que sont les miracles. Les miracles sont des personnes qui choisissent d'aimer quand il serait plus facile de ne pas le faire. Les miracles sont des mains qui guérissent sans avoir de diplôme. Les miracles sont des berceuses chantées à 9 heures du soir par quelqu'un qui n'a aucune obligation de les chanter. Mais l'histoire ne se termine pas ici, parce que ce qui s'est passé dans les semaines suivantes était quelque chose que personne n'attendait. Ni Philippe, ni Madame Fatima, ni même Antoine. Philippe tint sa promesse. Il réduisit ses voyages de 70% à 30%. Il délégua davantage de responsabilités à ses directeurs. Il commença à rentrer chez lui à 6 heures du soir au lieu de 10 heures du soir. Et chaque soir, à 9 heures, il entrait dans la chambre d'Antoine. Mais il n'entrait pas seul. Il entrait avec Madame Fatima. Les premiers jours, Philippe se contentait de s'asseoir dans un coin et d'observer. Il voyait comment Madame Fatima sortait la peluche, comment elle chantait les chansons, comment elle faisait dessiner Antoine dans le cahier. Mais peu à peu, Philippe commença à participer. Il apprit la chanson de Sophie. Au début, sa voix était maladroite, désaccordée, honteuse. Mais Madame Fatima ne se moqua pas de lui. Elle corrigea simplement les notes avec patience, lui enseigna les mots qu'il oubliait, lui montra comment faire danser la peluche. Et Antoine observait tout. Ses yeux allèrent de son grand-père à Madame Fatima, de la voix maladroite de Philippe à la voix chaleureuse de la femme de ménage. Et quelque chose changea dans ses yeux, quelque chose de subtil mais indéniable. Les yeux d'Antoine commencèrent à briller. Pas beaucoup, pas tout le temps, mais de temps en temps. Quand Philippe chantait une note particulièrement désaccordée, un éclair de quelque chose semblait traverser ses yeux sombres. Madame Fatima fut la première à le remarquer. « Monsieur Philippe, regardez. » Philippe arrêta de chanter. « Quoi ? » ?»« Regardez les yeux d'Antoine. Regardez ce qui vient de se passer. » Philippe regarda, et il le vit. Antoine regardait directement son grand-père. Pas à travers lui, comme il le faisait d'habitude. Pas vers le vide, directement lui. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose que Philippe n'avait pas vu depuis 2 ans, de l'amusement. Son petit-fils était amusé. Par la façon dont il chantait faux, Philippe ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Alors, il fit les deux. « Je sais que je chante comme une casserole, Antoine. Ta maman disait toujours que j'avais l'air d'un chat écrasé par une voiture. » Antoine ne répondit pas, mais ses lèvres se retroussèrent légèrement. À peine 1 millimètre. À peine 1 seconde. Mais c'était un sourire. Le premier sourire d'Antoine, depuis 772 jours. Philippe porta sa main à sa bouche. Les larmes coulaient à nouveau sur son visage. Madame Fatima souriait aussi, avec ce sourire fatigué. Et sage, des grands-mères qui en ont trop vu, et qui croient encore au miracle. Mais il y avait quelqu'un qui ne souriait pas. Chloé. L'épouse de Philippe observait les changements dans la maison, avec un mélange de confusion et d'irritation. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari passait soudainement plus de temps avec les enfants qu'avec elle. Elle ne comprenait pas pourquoi la femme de ménage, qu'elle avait voulu renvoyer, était maintenant traitée comme faisant partie de la famille. Et elle ne comprenait définitivement pas pourquoi Philippe entrait tous les soirs dans la chambre d'Antoine pour chanter des berceuses traditionnelles françaises. Un soir,
Chloé confronta Philippe. Ils étaient dans leur chambre. Philippe venait de revenir de la chambre d'Antoine. Il avait les yeux rouges d'avoir tant pleuré de bonheur. « Philippe, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je ne te reconnais plus. Ça fait des semaines que tu agis bizarrement. Tu as annulé des contrats de plusieurs millions d'euros pour rester à la maison. Tu traites la femme de ménage comme si elle était de la famille. Et tu passes plus de temps avec l'enfant muet qu'avec moi. » Philippe sentit quelque chose de glacial lui parcourir le dos. « Il s'appelle Antoine. C'est mon petit-fils. Et il n'est pas muet. Il n'est juste pas prêt à parler. » Chloé croisa les bras. Peu importe. Le fait est que ça ne peut plus continuer comme ça. Soit tu redeviens l'homme que j'ai épousé, soit on va avoir des problèmes. Philippe la regarda pendant un long moment. Et puis, il dit quelque chose qui le surprit lui-même. L'homme que tu as épousé était un lâche, Chloé. C'était un homme qui fuyait sa douleur en travaillant 20 heures par jour. C'était un homme qui a laissé une femme de ménage faire ce qu'il aurait dû faire. Je ne veux plus être cet homme. Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais Philippe l'interrompit. Et si ça signifie qu'on va avoir des problèmes, alors on va avoir des problèmes. Mais je ne vais plus abandonner mes petits-enfants. Je ne vais plus laisser quelqu'un d'autre faire mon travail. Et si ça ne te plaît pas, la porte est là où elle a toujours été. Chloé ne dit rien. Elle le regarda seulement avec des yeux froids. Et elle sortit de la chambre. Cette nuit-là, Philippe ne dormit pas. Il s'assit sur le canapé du salon, regardant vers le jardin sombre, pensant à tout ce qui s'était passé, pensant à Sophie, pensant à Antoine, pensant à Madame Fatima, et pensant à la décision qu'il venait de prendre. Parce que Philippe savait que son mariage était probablement terminé. Il savait que Chloé n'allait pas comprendre. Il savait que la vie qu'il avait construite après la mort de Sophie était sur le point de s'écrouler. Mais il savait aussi qu'il s'en fichait, parce que pour la première fois depuis 2 ans, il était l'homme qu'il devait être. Pour la première fois. Il était un grand-père, un vrai, et ça valait plus que n'importe quel contrat, plus que n'importe quel mariage, plus que n'importe quoi que l'argent puisse acheter. Les jours suivants furent intenses. Chloé partit chez sa mère, disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Philippe n'essaya pas de l'en empêcher. Il se contenta d'acquiescer et de lui souhaiter bon voyage. Madame Fatima continua à venir tous les matins. Elle continua à cuisiner, à nettoyer, à s'occuper des enfants. Mais maintenant, sa relation avec Philippe était différente. Ce n'était plus la relation entre un employeur et une employée. C'était quelque chose de plus proche de la relation entre 2 personnes qui partagent une mission. Et Antoine continuait de progresser. De petits progrès, presque imperceptibles, mais constants. Il bougeait les lèvres plus souvent. Il souriait de temps en temps. Il établissait un contact visuel plus longtemps. Et un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Philippe était assis dans la chambre d'Antoine, chantant la chanson de Sophie pour la 3e fois ce soir-là. Madame Fatima était à côté de lui, corrigeant ses notes quand il se trompait. Et Antoine était allongé sur le lit, les yeux fermés, écoutant. Soudain, sans aucun avertissement, sans aucun signe préalable, Antoine ouvrit les yeux. Il regarda droit son grand-père et il ouvrit la bouche. Ce qui en sortit n'était pas un mot, ce n'était pas une phrase, c'était quelque chose de plus primitif, de plus basique, de plus profond. C'était un son rauque, à peine audible, qui semblait avoir été gardé pendant 2 ans, attendant le moment opportun pour sortir. Ah! Philippe s'arrêta de chanter. Madame Fatima porta sa main à sa poitrine, et Antoine recommença. Ah! C'était le même son qu'il faisait quand il était bébé, le même son qu'il faisait avant l'accident, quand il essayait de chanter les chansons que sa mère lui chantait, le même son que Philippe avait pensé ne plus jamais entendre. Et à ce moment-là, Philippe comprit quelque chose. Antoine n'essayait pas de parler, il essayait de chanter. Les semaines suivantes furent un tourbillon de petits miracles. Chaque soir, Antoine en faisait un peu plus. Un nouveau son, une syllabe différente, une tentative de mélodie. Ce n'étaient pas des mots, ce n'étaient pas des chansons complètes,
mais c'étaient des sons. C'étaient des tentatives. C'étaient des signes que quelque chose était en train de changer à l'intérieur de cet enfant que tous avaient considéré comme perdu. Madame Fatima appela une thérapeute spécialisée en musicothérapie, une femme aux cheveux gris, appelée Dr Hélène, qui avait travaillé avec des enfants traumatisés pendant 30 ans. Le Dr Hélène vint à la maison un mardi matin. Elle observa Antoine pendant 2 heures. Elle le vit dessiner. Elle le vit interagir avec Madame Fatima. Elle le vit bouger au rythme de la chanson de Sophie. Et à la fin de la séance, elle dit à Philippe quelque chose qui lui changea la vie. « Monsieur Dubois, votre petit-fils n'est pas atteint de mutisme sélectif. » Philippe sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'Antoine peut parler. Il a toujours pu parler. Mais son cerveau a créé un blocage, comme mécanisme de défense. Et maintenant, grâce à ce que cette femme a fait, ce blocage commence à se dissoudre. » Philippe regarda Madame Fatima. Madame Fatima regardait le sol. « Ce qu'elle a fait avec la musique, continua le docteur Hélène, est exactement ce que j'aurais recommandé. La musique accède à des parties du cerveau que la parole normale ne peut pas atteindre. C'est comme trouver une porte dérobée vers le langage. Alors, il va parler ?» Le docteur Hélène sourit. « Je ne peux pas vous le promettre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Antoine fait des progrès que je n'avais pas vus en 30 ans de carrière. Normalement, quand un enfant avec ce type de traumatisme commence à aller mieux, il le fait lentement, millimètre par millimètre. Mais Antoine saute des étapes. Philippe sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi est-ce qu'il saute des étapes ainsi? Le docteur Hélène regarda Madame Fatima. Parce que quelqu'un lui a donné exactement ce dont il avait besoin. Pas de thérapie clinique, pas de médicaments, pas de techniques apprises dans les livres. Elle lui a donné de l'amour inconditionnel. Elle lui a donné les berceuses de sa mère. Elle lui a donné le temps de guérir à son propre rythme. Le docteur. Hélène se leva. Elle rangea ses affaires dans une serviette en cuir. « Monsieur Dubois, je veux que vous compreniez quelque chose. Il y a des millions d'enfants traumatisés dans le monde. Et il y a des milliers de thérapeutes qui essaient de les aider. Mais ce que cette femme a fait pour votre petit-fils, ça ne s'enseigne dans aucune université. Ce n'est dans aucun manuel. C'est quelque chose qui vient d'un endroit plus profond. D'où ça vient? » Le docteur. Hélène regarda Madame Fatima avec respect. De l'amour, de la douleur personnelle transformée en compassion, de l'expérience d'avoir perdu et de décider que les autres ne perdent pas la même chose. Madame Fatima continuait de regarder le sol. Mais Philippe remarqua que ses épaules tremblaient, que les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Philippe se dirigea vers elle. Il posa une main sur son épaule. « Merci, Fatima. Merci d'avoir sauvé mon petit-fils. » Fatima leva les yeux. Ses yeux rouges croisèrent ceux de Philippe. « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, monsieur. C'est vous. C'est vous qui l'avez sauvé en revenant de Genève. C'est vous qui l'avez sauvé en vous asseyant avec lui chaque soir. C'est vous qui l'avez sauvé en chantant, même si vous chantez horriblement. » Philippe laissa échapper un rire entre ses larmes. « Je chante si mal que ça, pire. Mais Antoine s'en fiche, parce que vous êtes là. Et c'est la seule chose qui compte. Cette nuit-là, quelque chose changea. » Philippe entra dans la chambre d'Antoine comme tous les soirs. Fatima était à côté de lui, avec la poupée dans les mains, prête à commencer le rituel. Mais avant qu'il ne commence, Antoine fit quelque chose d'inattendu. Il se leva de son lit. Il se dirigea vers Fatima. Il tendit les bras et il la serra dans ses bras. Fatima resta paralysée. Jamais, en 8 mois de travail, Antoine n'avait initié une étreinte. C'était toujours elle qui s'approchait. C'était toujours elle qui ouvrait les bras. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Antoine serrait dans ses bras la femme qu'il avait sauvée. Et en la serrant dans ses bras, il ouvrit la bouche. Et il dit quelque chose. Ce n'était pas un son, ce n'était pas une syllabe. C'était un mot complet. Un mot que personne n'avait entendu sortir de cette bouche depuis plus de 700 jours. Fatima. Philippe sentit le monde s'arrêter. Fatima sentit son cœur se briser en 1000 morceaux et se reconstruire au même moment. Antoine avait parlé.
Et le premier mot qu'il prononça après 2 ans de silence fut le nom de la femme qui l'avait ramené à la vie. Fatima. Fatima tomba à genoux et serra l'enfant fort contre elle. Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle. Son corps tremblait de sanglots silencieux. Mon enfant, mon précieux enfant, tu l'as fait, tu l'as fait. Philippe pleurait aussi, mais il ne bougea pas. Il ne voulut pas interrompre le moment, parce qu'il comprit que ce moment ne lui appartenait pas. Il appartenait à Fatima. Il appartenait à une femme qui avait perdu son petit-fils il y a 15 ans et qui avait passé le reste de sa vie à essayer de sauver d'autres enfants. Il appartenait à quelqu'un qui avait fait l'impossible sans rien demander en retour. Antoine. C'est para de l'étreinte. Il regarda Fatima, puis il regarda son grand-père et il prononça un autre mot, papy. Philippe sentit que ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il se laissa tomber à côté d'eux, se joignit à l'étreinte, et tous les trois restèrent ainsi, sur le sol de la chambre d'enfant, pleurant et riant en même temps. Cette nuit-là, personne ne dormit beaucoup. Philippe et Fatima restèrent à parler jusqu'à 3 heures du matin, planifiant l'avenir, discutant des prochaines étapes, célébrant le miracle auquel ils avaient assisté, et Antoine, pour la première fois depuis 2 ans, dormit avec un sourire sur le visage. Cette histoire aurait dû se terminer là, cela aurait dû être une fin heureuse parfaite. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie a des couches, elle a des complications, elle a des rebondissements que personne n'attend. 2 semaines après qu'Antoine eut prononcé son premier mot, Chloé revint. Elle arriva à la maison sans prévenir, avec des valises, avec des avocats et avec une ordonnance du tribunal. « Philippe, tu perds le contrôle de tout. Je ne peux pas permettre que tu continues comme ça. » Philippe la regarda sans comprendre. « De quoi tu parles ? J'ai parlé à mes avocats. J'ai consulté des psychiatres. Et ils sont tous d'accord pour dire que ce qui se passe dans cette maison n'est pas normal. Un homme qui abandonne sa carrière pour rester à la maison à chanter des berceuses. Une employée qui a un accès total aux enfants. Ce n'est pas normal. » Philippe sentit le sang lui bouillir. Antoine a parlé. « Chloé, pour la première fois depuis 2 ans, il a dit un mot. Et tu veux me dire que ce que je fais n'est pas bien ?» Chloé croisa les bras. « Ce qu'on m'a dit, c'est que tu fais une crise, que la mort de ta fille t'a finalement touché la tête et que tu as besoin d'aide professionnelle. » Philippe n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. De l'aide professionnelle. Chloé, l'aide professionnelle n'a pas fonctionné. J'ai dépensé près d'1 million d'euros en spécialistes et aucun n'a réussi ce que Fatima a accompli en 8 mois. Chloé fit un pas en avant. Son expression était froide, calculatrice. « Écoute, Philippe, je vais te donner 2 options. Tu renvoies cet employé et tu reprends le travail comme avant, ou je dépose une demande d'incapacité mentale. J'ai 3 psychiatres prêts à témoigner. » Philippe la regarda en silence pendant un long moment, et puis il rit. C'était un rire amer, un rire plein de douleur et de déception, un rire de quelqu'un qui comprend enfin avec qui il s'est marié. « Tu menaces de me faire interner parce que je suis un bon grand-père. Je ne te menace pas, je te donne des options. » Philippe secoua la tête. « Non, Chloé, ce ne sont pas des options, c'est un test et tu viens de le rater. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Philippe se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit. « Je veux dire que ce mariage est terminé. À partir de ce moment. Et si tu veux essayer de me faire interner, vas-y. Mais je te préviens, j'ai des enregistrements de tout ce qui s'est passé dans cette maison. J'ai les caméras que j'ai installées pour surveiller Fatima. Et ces enregistrements montrent exactement ce que cette femme a fait pour mon petit-fils. » Philippe fit un pas vers elle. « Et ils montrent aussi ce que toi, tu n'as pas fait. Ils montrent comment tu ignorais Antoine, comment tu évitais Sophie, comment tu traitais Fatima comme si elle était moins qu'humaine. Alors si tu veux aller au tribunal, allons au tribunal. Mais je t'assure que le seul qui va gagner ce procès, c'est moi. » Chloé pâlit. « Tu ne peux pas faire ça, je l'ai déjà fait. Mes avocats préparent tout. Et une chose de plus, Chloé, je veux que tu quittes cette maison, aujourd'hui, maintenant. » Chloé ne dit rien. Elle se contenta de le regarder avec une haine pure, et puis elle partit. Le divorce dura 6 mois. Ce fut compliqué, coûteux et épuisant. Mais Philippe, lui, n'a jamais cédé. Pas un seul instant. Il s'est battu pour la garde des enfants. Il s'est battu pour garder Madame Fatima dans sa vie.
Il s'est battu pour tout ce qui comptait vraiment. Et il a gagné. Chloé est partie avec une partie de l'argent, mais sans aucun droit sur Antoine ni sur Léa. Le juge qui a visionné les enregistrements des caméras a été tellement impressionné qu'il a cité Madame Fatima comme témoin principal. Et Madame Fatima, au tribunal, devant le juge, elle a raconté son histoire. Elle a parlé de Caio, de la perte, de la décision de consacrer sa vie à aider des enfants que personne d'autre n'aidait. Le juge l'a écoutée en silence. Et quand elle a terminé, il a fait quelque chose d'inhabituel. Il s'est levé. Il est descendu de l'estrade. Il a marché vers Madame Fatima. Et il lui a serré la main. « Madame Fatima, » dit le juge, « en 40 ans de carrière, j'ai vu des milliers de personnes défiler dans cette salle. J'ai vu les pires aspects de la nature humaine, la cupidité, l'égoïsme, la cruauté. Mais j'ai aussi vu les meilleurs. Et ce que vous avez fait pour cet enfant est parmi les choses les plus belles que j'ai pu voir. » Madame Fatima a baissé les yeux. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, monsieur le juge. » « Non, Madame Fatima, ce n'est pas ce que n'importe qui aurait fait, c'est ce que vous avez fait. Et ça fait toute la différence. » Le procès s'est terminé. Philippe a tout gagné. Et la vie a continué. 6 mois ont passé depuis ce jour où Antoine a prononcé son premier mot. Aujourd'hui, Antoine a 8 ans. Il parle. Pas beaucoup. Pas comme les autres enfants de son âge. Mais il parle. Il dit « bonjour ». Il dit « bonsoir ». Il dit « je t'aime ». Et surtout, il chante. Il chante la berceuse de sa mère. Il la chante tous les soirs avant de s'endormir. Il la chante avec Philippe. Il la chante avec Madame Fatima. Il la chante avec Léa. C'est une chanson qui parle d'une maman partie en voyage, d'un enfant qui l'attend, d'étoiles qui brillent pour que ceux qui s'aiment ne se perdent jamais. Et chaque fois qu'Antoine chante cette chanson, Philippe sent que Sophie est là, quelque part, qui écoute, qui sourit. Madame Fatima n'est plus une employée. Enfin, techniquement, elle l'est toujours. Mais personne dans la maison ne la traite comme ça. Elle a sa propre chambre, au 2e étage, à côté des chambres des enfants. Philippe a insisté pour lui donner une augmentation. Mais Madame Fatima a refusé. « Je ne veux pas plus d'argent, car, monsieur, je veux ce que j'ai. Je veux être ici. Je veux voir Antoine grandir. Je veux chanter avec lui chaque soir, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de moi. » Philippe a essayé de discuter, mais Madame Fatima a été inébranlable. Alors, ils sont arrivés à un accord. Madame Fatima aurait une chambre dans la maison. Elle aurait une assurance maladie. Sa position serait garantie aussi longtemps qu'elle voudrait rester. Et quand elle prendrait sa retraite, Philippe lui verserait une pension qui lui permettrait de vivre confortablement le reste de sa vie. Madame Fatima a accepté, mais pas pour l'argent. Elle a accepté parce que c'est pour la première fois en 15 ans. Elle sentait que sa vie avait un sens. Elle a accepté parce que, d'une certaine manière, Antoine l'avait sauvée, autant qu'elle l'avait sauvé. Et Philippe a cessé d'être l'homme qu'il était. Il a arrêté de travailler 70 heures par semaine. Il a plus délégué. Il a plus fait confiance. Il a passé plus de temps à la maison. Et puis donc il a découvert quelque chose qu'il ne savait pas qu'il existait. Il a découvert qu'être grand-père, c'était mieux qu'être millionnaire. Il a découvert que chanter des berceuses, même en chantant comme une casserole, c'était mieux que de conclure des contrats de millions. Il a découvert que l'amour ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se négocie pas. L'amour se donne simplement, sans rien attendre en retour, exactement comme Madame Fatima l'avait fait, depuis le début. C'est l'histoire d'un millionnaire qui a installé des caméras pour surveiller son employé. Mais ce n'est pas l'histoire que vous attendiez. Ce n'est pas une histoire de vol découvert, d'employé renvoyé, de justice rendue. C'est une histoire d'amour trouvé, là où personne ne le cherchait. C'est une histoire de miracle fait par des mains calleuses et des uniformes bleus. C'est une histoire d'un enfant qui a arrêté de parler
et d'une femme qui lui a rendu sa voix. C'est une histoire qui ne devrait pas exister, mais elle existe. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chaque mot, si vous avez senti quelque chose dans votre cœur en l'écoutant, alors je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous pensiez aux personnes invisibles dans votre vie, celles qui nettoient votre maison, celles qui gardent vos enfants, celles qui préparent votre repas, celles qui travaillent en silence pendant que vous vivez votre vie. Je veux que vous pensiez à ce qu'elles font quand personne ne les voit. Et je veux que vous vous demandiez quelque chose. Combien de Madame Fatima il y a dans le monde? Combien de femmes de 63 ans, avec des uniformes bleus et des mains fatiguées, sont en train de faire des miracles en ce moment, sans que personne ne le sache? La réponse est plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et peut-être, juste peut-être, qu'il y en a une près de vous, maintenant. Peut-être qu'elle travaille dans votre maison. Peut-être qu'elle travaille à l'école de vos enfants. Peut-être qu'elle travaille à l'hôpital où ils ont soigné quelqu'un que vous aimez. Et peut-être, si vous regardez attentivement, si vous prêtez attention à ce qu'elles font, quand elles croient que personne ne voit, vous découvrirez que les miracles ne viennent pas du ciel. Les miracles portent des uniformes d'aide à domicile. Cette histoire est terminée. Mais la vôtre ne fait que commencer si vous avez deux options. Maintenant, oubliez ce que vous avez entendu et continuez votre vie. Ou vous souvenir que les petits gestes d'amour sont les seuls qui comptent vraiment. Laquelle des deux allez-vous choisir? La réponse est entre vos mains, exactement là où elle a toujours été.